Une petite introduction, ce que j'ai dit ce matin, donc le SMR est dans une phase majeure cette année. On est fortement occupé puisque nous n'avons pas une réforme du champ des soins médicaux et de réadaptation, mais plusieurs réformes, puisque nous cumulons la réforme des autorisations, la réforme de la classification, la réforme de la tarification et la réforme du ticket modérateur. Donc on est vraiment gâtés. On attendait une réforme depuis des années et là, ils nous en sortent 4 d'un coup. Je vais revenir d'abord sur la réforme des autorisations. Donc bon, vous l'avez compris, on change de nom, on passe de soins de suite et réadaptation à soins médicaux et de réadaptation. Ça vient quand même mettre en lumière le fait que la partie médicale de la prise en charge est beaucoup plus soutenue dorénavant, chacun l'aura constaté, mais également que ce n'est plus une prise en charge qui est forcément dans les suites d'un court séjour. On peut faire du pré-court séjour, du post-court séjour, et on peut faire surtout de l'admission directe depuis la ville. Ça se développe de plus en plus, aussi bien sur l'hospitalisation complète que sur l'hospitalisation de jour. Une petite réforme pour partie cosmétique sur les mentions spécialisées, personnes âgées, polypathologiques, dépendantes, devient gériatrie. Je ne reviens pas sur les autres modalités, puisque celle qui concerne la prise en charge de l'obésité, le système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition, ne change pas foncièrement dans son libellé. Ce qui change également, mais c'est plus à la marge, c'est la création de la cancérologie et de la pédiatrie, sur lequel j'imagine que nous reviendrons. La petite nouveauté, c'est qu'avant, pour faire de l'hospitalisation de jour, il fallait que le PRS le prévoie et qu'on redépose une demande d'autorisation. Pour quelque part, la même prise en charge, si ce n'est qu'elle était déclinée en ambulatoire. Désormais, c'est fini, ça se simplifie. Chaque autorisation permettra d'offrir aux patients la prise en charge en hospitalisation complète et celle en hospitalisation de jour. C'est l'inverse pour le promoteur, le porteur d'autorisation. S'il ne souhaite pas mettre en œuvre une des modalités, il faudra qu'il le justifie et qu'il organise vis-à-vis d'un patient ou d'un médecin qui lui adresserait un patient un moyen d'avoir recours à l'une ou l'autre par convention. Donc je suis un établissement qui ne souhaite pas développer l'hospitalisation de jour, je renouvelle mon autorisation, je dois montrer à un patient qui nécessiterait l'hospitalisation de jour ou qui le souhaiterait d'avoir organisé une filière de prise en charge, ce qui n'était pas le cas là non plus avant. La nouveauté également qu'il y a à prendre en compte dans le maillage et l'organisation des CSO, c'est une gradation des soins. C'est une volonté qu'on voit apparaître dans l'ensemble de l'organisation sanitaire. Désormais, donc, il y a une prise en charge de premier recours, deuxième recours, troisième recours. L'activité de prise en charge des patients en situation d'obésité, c'est ce qu'on appelle de niveau 2, donc c'est déjà un niveau de recours par rapport à une activité dite plus polyvalente. Et le troisième recours, c'est ce qu'on appelle les patients en situation d'obésité complexe, qui vont se retrouver dans la notion d'activité d'expertise. Il existait historiquement dans plusieurs régions ce qu'on appelait des cahiers des charges. Donc les ARS pouvaient avoir développé telle ou telle thématique de prise en charge avec des cahiers des charges à visée régionale. Tout ça, c'est fini. On a désormais des cahiers des charges nationaux et chaque promoteur, chaque établissement de santé peut solliciter son ARS, pourvu que ça rentre dans le schéma régional, d'obtenir une reconnaissance contractuelle sur des activités d'expertise. Et donc, il y a une activité d'expertise qui a été créée et qui est la réadaptation des patients en situation d'obésité complexe. C'est très important de le comprendre puisque il est prévu qu'il y ait un établissement qui a une activité d'expertise reconnue pour chaque CSO. Donc pour la clinique du Château de Vert, nous sommes l'établissement reconnu d'activité d'expertise sur la région Ouest Occitanie et donc se pose le pendant sur la région Est avec le projet Aurore. Pour répondre à ces conditions d'expertise, donc il y a un cahier des charges, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais néanmoins, comprendre qu'on se base pour qualifier le patient d'obésité complexe sur la grille FOS. C'est important, ce n'est pas forcément la même chose que dans les recommandations HAS. Donc, parfois on essaye de faire converger l'ensemble des grilles, là, on y est presque, mais c'est la grille FOS, il faut avoir 2 critères sur la grille FOS et une obésité qualifiée. Sur les conditions de prise en charge, qui dit cahier d'expertise, généralement ça répond, tout le monde l'aura compris, à une unité qui est dédiée, ce n'est pas des lits qui sont disparates. Il faut avoir une unité dédiée avec une équipe formée dédiée. La notion d'éducation thérapeutique est très forte, on ne se repose pas uniquement sur les 40 heures, mais sur le fait d'avoir des membres de l'équipe qui sont formés au diplôme universitaire sur l'éducation thérapeutique. Et je passe rapidement sur les équipements, mais ils sont néanmoins extrêmement nécessaires puisque
haltères-G, matériel supportant des poids jusqu'à 400 kg, etc., qui sont bien sûr adaptés à ces patients en obésité complexe. Je vous l'ai dit, on est gâté cette année, on a 4 réformes. Il y en a une qui nous préoccupe particulièrement, c'est la réforme de la tarification. Pourquoi ? Parce que historiquement, je reviens un peu sur ces notions de cahiers des charges régionaux. Quand on avait une prise en charge spécifique, historiquement, l'agence régionale de santé ou la RH à l'époque, en face du cahier des charges, donnait un financement. Et tout ça, ça a disparu avec la réforme. Donc on peut se retrouver à proposer une prise en charge, mais avoir la même tarification que les autres SMR. Autant dire qu'un patient pris en charge en SMR polyvalent ou en SMR nutrition endocrino, il va avoir la même grille tarifaire. Ça peut poser un certain nombre de problèmes parce que tout le monde conviendra que ce n'est pas forcément les mêmes professionnels, ça n'a pas forcément le même coût, le même investissement ramené au patient. Et malgré cela, on a quand même la même grille tarifaire. Et puis on est passé d'un système assez simple qui reposait sur le prix de journée pour les établissements privés lucratifs ou non lucratifs ex-OQN, et puis pour les non lucratifs ex-DAF et le public sous enveloppe constante, donc il y avait une enveloppe qui était versée tous les mois. On passe dans un régime commun, donc l'ensemble des établissements ont le même système de financement, et on passe donc, pour ce qui nous concerne, un prix de journée qui avait le mérite de laisser de la souplesse dans la prise en charge, donc on pouvait se donner le temps individuellement pour chaque patient de lui offrir la prise en charge qui était nécessaire. On passe dans une grille qui est dite avec des tarifs, donc vous l'avez compris, qui sont communs à toutes les spécialités, mais qui sont forfaitisables ou non forfaitisables. En l'occurrence, pour une très grande partie des patients en situation d'obésité, on se retrouve sur des tarifications forfaitisables. Ça pose déjà un premier problème, ça veut dire que quelque part, l'équipe ne maîtrise plus la date de sortie. Elle nous est imposée par le système de financement. Et quand on nous dit, au-delà d'un patient pris en charge à J22, vous n'êtes plus payé pour les 7 prochains jours, vous comprenez bien qu'on commence déjà à rentrer dans la difficulté d'un système qui reposait sur un système simple, un système qui se complexifie énormément avec 3 à 4 zones forfaitaires. Chaque zone forfaitaire a un tarif différent. Pour atteindre chaque zone forfaitaire, ça va dépendre de la classification de ces séjours, ça veut dire potentiellement de la dépendance du patient, du nombre de codages, de rééducation qu'on a fait sur le patient, etc. Donc on a créé quand même, on peut se le dire, une petite usine à gaz. Et on se demande à un moment, est-ce qu'ils ont pensé aux équipes qui prennent en charge les patients, est-ce qu'ils ont pensé aux besoins du patient lui-même avant d'imaginer ces grilles avec ce niveau de complexité. La deuxième partie sur laquelle on est encore en attente, le suspense devrait s'arrêter la semaine prochaine, puisque nous n'avions toujours pas la part dotation populationnelle. On part d'un système, encore une fois, prix de journée, avec un système qui part maintenant en tarification à l'activité commune pour une part de notre financement, et l'autre partie, c'est la dotation populationnelle, dont on ne sait pas ce qu'elle recouvre exactement, dont on se demande pourquoi elle s'appelle populationnelle, parce qu'elle est basée a priori sur un poids historique de nos activités en 2022 et pour lequel nous n'avons toujours pas le début d'un euro dans l'établissement. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui à fin juin 2024 et on ne sait toujours pas pour l'année 2024 quelle est la quote-part de dotation populationnelle pour les établissements. Enfin, sur les molécules, ça a été abordé longuement dans la journée. Aujourd'hui, nous avions un système d'intercurrents de molécules onéreuses jusqu'en 2023 qui permettait en tout cas de trouver des solutions et de ne pas limiter les prises en charge à des coûts de molécules. Tout ça, c'est fini également, puisqu'aujourd'hui, cette tarification est dite tout compris, et donc elle intègre l'ensemble des coûts du séjour, y compris les molécules qui, avant, étaient refacturées à l'euro à l'assurance maladie. On a une nouvelle liste dite des molécules onéreuses en SMR, sur lequel il y a essentiellement une petite vingtaine de molécules plutôt axées sur les toxines botuliques, qui étaient plutôt des établissements qui faisaient des prises en charge en neurologie. Et sur toute la partie obésité ou cancérologie, il n'y a aucune molécule. Ça pose là encore quelques questions sur la pertinence d'avoir mis en œuvre cette réforme sans avoir pensé aux incidences sur les patients. Oui, on a des patients qui ont des molécules onéreuses dans la prise en charge sur l'obésité, dans la prise en charge sur le cancer, etc. Je ne m'étendrai pas plus loin sur les plateaux techniques spécialisés, sur la dotation de pédiatrie, peut-être ça sera abordé un peu plus loin, juste sur l'activité d'expertise. Néanmoins, sans l'activité d'expertise, aujourd'hui, c'est excessivement compliqué de proposer une offre de prise en charge qualitative
sur des patients en situation d'obésité complexe. L'activité d'expertise nous amène une couche de financement complémentaire qui vient heureusement compenser la spécialisation des équipes et en tout cas les effectifs mis en place en face de ces patients et de ces prises en charge. Faute de quoi, je vous l'ai dit, c'est quasiment impossible d'avoir une offre de prise en charge qualitative quand on a le même équivalent prix de journée qu'un établissement polyvalent, alors qu'on nous demande des compétences et du matériel bien spécifique, vous l'avez compris. Donc beaucoup de choses encore à faire dans cette réforme, et on espère que et la DGOS et l'ARS vont nous accompagner dans cette mise en œuvre. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris, parce que c'est d'une haute complexité. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais je vous assure qu'il y a encore plein de subtilités pour bien intégrer cette réforme de la tarification. Et puis je vais passer la parole à mes collègues sur leur déclinaison. Oui, je voulais rebondir déjà sur le fait que, effectivement, initialement, la table ronde, il y manque 2 participants importants, puisqu'on avait sollicité l'ARS pour participer au débat, tout bêtement, et peut-être répondre pour partie à certaines de vos interrogations, quoique vous avez déjà eu beaucoup de réunions. Mais bon, faute de devoir de réserve, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc on a un petit peu plus de temps éventuellement pour les questions après, et puis surtout pour les expériences dans la vraie vie sur les établissements. Et Alain Nogaret sur les écureuils à Entrenas va expliquer un tout petit peu effectivement la qualité des parcours qu'il accepte ou qu'il accueille et la spécificité d'expertise de certains parcours. Donc Alain Nogaret, je suis directeur de 3 structures, 3 établissements de santé médicaux réadaptation, donc situés en Lozère sur le bassin de vie de Marvejols. Donc c'est une petite association lozérienne, privée à but non lucratif, 3 établissements de santé neuro et locomoteurs, pneumologie adulte et un établissement soins médicaux réadaptation pédiatrie. Donc je vais vous présenter particulièrement plus la pédiatrie qui nous intéresse. Je vais faire le focus sur 3 ou 4 situations et rebondir aussi avec mon collègue là, sur la réforme qui nous touche cette année. Alors, moins sur le financement, parce qu'en fait, on a eu une sorte de moratoire pour la pédiatrie. Et la réforme du financement interviendra pour les SMR pédiatrie à partir de 2025, mais c'est comme reculer pour mieux sauter. Le SMR pédiatrie, il accueille des enfants et des adolescents de 6 à 18 ans en hospitalisation complète. À l'heure actuelle, en hospitalisation complète et sur des consultations également, et avec des séjours de soins adaptés aux besoins du patient. On a un programme également d'éducation thérapeutique du patient qui a été autorisé par l'ARS depuis 2017 et qui s'intitule « Obésité, alimentation, sport, information, santé ». Pourquoi cet acronyme ? C'est OASIS, en fait, c'est l'oasis auquel l'enfant et l'adolescent vient se ressourcer pour essayer de trouver des éléments de réponse à sa maladie. Donc, obésité, alimentation, sport, information, santé. Ce programme de TP, il est dispensé par une équipe pluridisciplinaire avec donc une équipe médicale, soignante, rééducative, éducative, un versant psychologique, diététique évidemment, qui permettent de prendre en charge d'une manière globale le patient et d'apporter les ressources nécessaires à sa situation. On a dit enfants et adolescents, évidemment, ils sont encore dépendants de leur famille. On associe donc les familles sur des journées de TP. On les appelle les journées de TP famille, où les parents, les proches, les aidants sont invités à venir participer à des journées donc spécifiques de compréhension, de connaissance de la maladie et pouvoir aussi reproduire le travail, la prise en charge au domicile. Parce que ce qui est bien important, c'est de pouvoir poursuivre les soins au domicile, les enfants étant dépendants de leurs parents, le plus souvent sur l'organisation de la cuisine, des courses, de l'activité physique. Il faut qu'il y ait une implication des familles dans la compréhension du projet de soins. Une scolarité qui est faite en inclusion, soit sur une petite unité d'enseignement primaire ou sur des collèges et lycées du bassin de la ville à côté,
Et on a quand même 75% des enfants et adolescents accueillis qui sont sur la tranche 13-17 ans. C'est important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mobiliser les enfants d'abord avec un éloignement de leur famille ou sur un projet complexe et en parallèle de leur scolarité sur une prise en charge en soins en établissement. Donc c'est pour ça qu'on favorise plutôt les 13-17 ans. Donc après, on a deux types, je dirais, de prise en charge sur des courts séjours d'une à 4 semaines, avec un respect et une gradation des soins suivant les recos de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, avec des objectifs de prévention, d'évaluation. On a plutôt l'indication du court séjour. Donc les objectifs de ce court séjour, ils vont être de favoriser une dynamique de changement, des interactions sociales et surtout aussi d'améliorer la confiance en soi. On en a entendu parler ce matin, les personnes souffrant d'obésité rencontrent des problèmes de stigmatisation, de moquerie, de harcèlement, et plus particulièrement dans le milieu scolaire, c'est un sujet d'actualité. Les enfants et adolescents, avec toute l'ouverture d'esprit qu'ils peuvent avoir, ne sont pas tendres entre eux sur cette problématique de l'obésité. Donc la notion et l'objectif du travail de confiance en soi, c'est un des premiers points de travail de l'équipe, que ce soit l'approche éducative, psychologique ou thérapeutique, pour accompagner l'enfant à reprendre pied dans son problématique de santé. Sur des indications séjour prolongé, donc très rarement en dessous de 12 ans, il faut qu'il y ait une maturité nécessaire, une adhésion aux soins. Ces séjours viennent en réponse à une obésité sévère, complexe, et également pour trouver des conditions de vie qui permettent pas, enfin des conditions de vie au domicile qui permettent pas ce travail en profondeur du patient sur sa problématique d'obésité. Là, ça va être un objectif de réaliser un bilan global et une évaluation approfondie de la situation. Également d'apprécier le jeune dans son quotidien, avec toutes les interactions qu'il peut y avoir dans la société, dans la sphère scolaire et évidemment la sphère familiale. On a un projet, puisque l'intitulé de la table ronde, c'était la place du SMR dans le parcours obésité, et c'est pour ça que je tenais à vous parler là, des graduations de séjour et des gradations de séjour et d'un projet un peu plus spécifique qui a été développé depuis quelques années en partenariat avec le CSO, sur la prise en charge des enfants en obésité pédiatrique de cause rare, entre guillemets, obésité et handicap. Donc c'est un projet innovant, donc développé par le SMR et le CSO. Je souhaite remercier à l'occasion Claire Jandel qui nous accompagne sur ce travail. L'objectif, c'est d'apporter des soins à enfants et adolescents qui sont à risque ou porteurs d'obésité de cause rare. Donc le docteur précédent en a parlé de manière bien prononcée sur le centre Prador à Paris. Et donc l'objectif va être aussi de prévenir l'obésité dans les structures médico-sociales. Ces enfants et adolescents accueillis dans des structures médico-sociales vont pouvoir bénéficier sous forme d'inclusion dans un établissement de santé d'une éducation thérapeutique du patient, au même titre qu'un enfant souffrant d'une obésité commune, mais adaptée. Et puis, il va y avoir une évaluation et un travail de fait sur l'accompagnement à l'autonomie, une pratique d'activité physique adaptée, et surtout aussi ce processus d'inclusion qui va permettre de lever certains blocages parfois. Le dernier mot sur le lien des SMR pédiatriques et de la réforme du financement et des autorisations. Sur la réforme des autorisations, comme l'a dit M. Dekerimel, c'est je dirais, le pied d'égalité aujourd'hui de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation de jour. On pourra avoir une modularité des séjours sans particularité. Au préalable, on avait des autorisations cadrées. Il n'y avait par exemple pas d'autorisation HDJ sur la Lozère
pour le SMR pédiatrique aujourd'hui, avec l'autorisation hospitalisation complète, on aura forcément une autorisation HDJ qui permet d'apporter une modularité dans les soins et d'offrir des soins des patients et des adolescents de proximité. Donc c'est une ouverture des possibles. La particularité des séjours longs, comment est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la réforme du financement, puisque en effet on a parlé de format de séjour ou de zones tarifaires dans lesquelles la prise en charge va pouvoir bénéficier d'une recette optimale. Sur des formats de séjour plus longs, est-ce qu'on va sortir de la zone tarifaire? Est-ce que les zones tarifaires vont être adaptées particulièrement aux besoins des SMR pédiatriques? Dans l'historique de la réforme du financement sur les établissements de santé, il y avait, de la part de la DGOS, à plusieurs reprises, ils l'ont mis en avant, une sorte une volonté d'effectuer un moratoire sur les SMR pédiatriques parce qu'ils ont leur utilité dans je dirais, le panorama de l'offre de soins. Et en effet, la réforme, une des orientations majeures, c'était de pouvoir calibrer les formats de séjour avec des formats de recettes. Or, on voit qu'avec la particularité de l'obésité, de la maladie chronique, et je dirais d'une évaluation du séjour de soins qui peut être variable, en effet, la durée de soins elle peut être variable. Il y a une équation qui n'est pas encore résolue en termes de format de séjour, de bénéfices pour le patient et de recettes correspondantes pour l'établissement. Et on a un petit bonus particulier sur la pédiatrie, c'est que dans le schéma que vous a partagé mon collègue, il y a une construction avec des indicateurs qualité, les molécules onéreuses, la dotation populationnelle, évidemment l'activité produite par les services, et pour la pédiatrie, on aura une dotation pédiatrie qui, dans la même dynamique que la dotation populationnelle pour les SMR adultes, aujourd'hui n'est pas définie dans sa construction. Donc on est dans un carrefour où en effet il faut digérer cette réforme, mais poursuivre les séjours et adapter aux patients le plus possible. Voilà, j'espère que j'ai été Merci Alain. En lien avec le sujet. Donc je vais laisser la parole à Lisa, qui représente le SMR Aurore, sur la vision dans le champ de l'obésité adulte. Puis après, on pourra discuter après une synthèse, si vous voulez. Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne suis pas Gwenola Ster. Elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente avec nous cet après-midi. Je suis le docteur Lisa Gaffino, je suis médecin coordonnateur d'Aurore Méditerranée. Alors un rapide mot, il y a 1 an, j'étais venue présenter ce qui était encore un projet, le projet Aurore. Aujourd'hui, on a ouvert nos portes depuis septembre dernier. Donc établissement situé à Saint-Clément-de-Rivière et qui a notamment une autorisation SMR nutrition prenant en charge les patients en situation d'obésité. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est peut-être plus vous faire un retour d'expérience de nos 9 mois d'ouverture, des difficultés qu'on a pu rencontrer et de ce qu'on a mis en place au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, la demande a été initialement très forte. On a été même, je dirais étonnamment, surpris des demandes, surtout en obésité complexe. Donc nous, on se veut être centre expert de niveau 3, accueillant les obésités les plus complexes. Et les demandes ont été vraiment très importantes initialement, mettant aussi parfois en difficulté nos équipes. On peut aussi le dire, on a été dimensionné pour accueillir 5 patients en obésité les plus complexes et on en a eu jusqu'à 7. Donc voilà, ça a été... on voit que le besoin sur le territoire est bien là. La structure se veut avoir vraiment un échelonnage régional sur l'Occitanie-Est. Et on voit que les besoins en SMR adultes sont bien existants.
On a eu l'appui du CSO dès l'ouverture d'Aurore Méditerranée. Donc vous avez vu ce matin, nous avons signé la convention et l'idée c'était vraiment de structurer le parcours patient entre l'amont, le séjour chez nous et l'aval. L'amont, c'est le CHU de Montpellier, principalement encore aujourd'hui notre adresseur, le service du professeur Avignon et du professeur Noca. Mais nous avons depuis aussi signé des conventions avec les CPTS et pour attirer aussi des patients qui ne seraient pas fléchés initialement vers le CHU de Montpellier, mais qui seraient adressés par des médecins libéraux. On pense qu'il y a un grand champ encore de possibilités sur ce sujet, qu'il y a beaucoup de patients qui sont perdus de vue et qui ne peuvent pas rentrer encore dans le système de soins tel qu'on l'imagine. De la même façon, sur les structures d'aval, donc sur les obésités complexes qu'on a reçues, on a eu des grosses difficultés de sortie. Vous vous en doutez, c'est des patients, donc il faut imaginer en perte d'autonomie complète, alité, en lit strict, qui ont besoin d'aide humaine pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et dans cette situation, une fois que le patient est dans un lit de SMR, où peut-il aller s'il n'a pas un domicile adapté, s'il est seul, s'il est isolé sur le plan social, ce qui est bien souvent le cas. Donc là, ça a été des difficultés pour trouver des structures médico-sociales adaptées. Donc on a pu signer des conventions avec des EHPAD, mais ce qu'on a pu se réaliser, c'est que bien souvent, les EHPAD ne sont pas dimensionnés pour recevoir ce profil patient, alors que ces patients vont aussi vieillir et aussi avoir besoin de structures médico-sociales d'aval. De la même façon, on a eu le support de la DAC 34 pour coordonner vraiment les prises en charge de ces patients complexes entre les différents interlocuteurs. Et voilà, je crois qu'ils sont présents aussi aujourd'hui. Et ça a été aussi un grand support pour nous. Concrètement, voilà, on continue de travailler avec des médecins nutritionnistes du CHU de Montpellier qui interviennent directement sur la structure, donc le docteur Jean-Baptiste Bonnet qui est ici présent et le docteur Camille Lerouzic. On continue de travailler sur des programmes communs en éducation thérapeutique. Le professeur Noca et le professeur Avignon interviennent régulièrement sur la structure. Pour avoir vraiment une fluidification du parcours de soins de nos patients, de l'entrée jusqu'à la sortie. Alors l'autre point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le partenariat en santé, le partenariat avec les patients. Donc historiquement, je crois que je l'avais dit l'an dernier, nous avons monté le projet Aurore avec le Centre opérationnel de partenariat en santé, le COPS, faisant intervenir des patients partenaires pour vraiment flécher les parcours. Et aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que nous avons signé une convention avec l'association Pois Chiche, Muriel, située dans les parages, pour vraiment accompagner aussi à la sortie d'Aurore Méditerranée les patients vers un programme associatif. Cette question de la réforme nous préoccupe également beaucoup. Aujourd'hui, on ne sait pas, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé au niveau financier. Vous l'avez compris, on est un SMR de recours de niveau 3 accueillant les obésités les plus complexes, donc avec des séjours qui vont être particulièrement longs. Quel va être le financement de ces séjours? Ça reste encore la grosse inconnue pour nous. De cette réforme va en découler finalement la qualité des soins des patients, va en découler aussi des questionnements sur les ressources humaines et finalement sur le devenir même de notre activité telle qu'on l'a construite initialement. Voilà, des points de vigilance, mais en tout cas,
Ce que je peux dire après 9 mois d'ouverture, c'est que les choses tournent bien, j'espère en tout cas, que nos correspondants sont satisfaits. On a reçu 350 patients déjà, à la fois en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. Et on compte continuer notre partenariat avec le CSO pour s'ancrer encore plus dans le paysage local. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. Bon, merci Lisa de ton intervention. Après, encore une fois, on a voulu présenter l'activité à ce jour et l'intervention à ce jour des SMR dans les filières et les parcours sur différents types de niveaux de complexité. Et c'est pas parce qu'on n'est pas fléché ou estampillé établissement expert qu'on ne peut pas pour autant accueillir des enfants, pour ce qui concerne mon activité, qui nécessitent une expertise particulière. Et c'est là-dessus que je voulais insister beaucoup. Et le travail collectif qu'on fait, et là je parle surtout en pédiatrie, mais peut-être à l'avenir on va le mener dans le champ de l'adulte. Pour l'information, depuis des années avec Marine Vidal sur la filière pédiatrique, on fait des réunions collectives de tous les SMR, évidemment autorisés obésité de la région, pour voir un petit peu qu'ils apprennent à se connaître. Déjà, ça fait partie de notre mission, qu'ils apprennent à se connaître. Ensuite, qu'ils développent des spécificités, puisque, encore une fois, effectivement, dans le cadre des recommandations HAS, il y a des spécificités à respecter pour accueillir ces patients-là. Donc il y a des messages simples, et j'en terminerai là-dessus, c'est que maintenant, effectivement, il faut réfléchir en amont du séjour à l'aval du séjour, c'est-à-dire ce que vont faire les usagers de ce passage dans ces structures. Okay, mais et c'est sur la base d'une activité de RCP, donc de réunion pluridisciplinaire qu'on mène avec les établissements pédiatriques à tour de rôle toutes les semaines, tous les mardis. Il y a une réunion sur les dossiers qui veulent bien nous proposer à la discussion pour voir si, il y a une opportunité pour le patient à être accueilli, 2, à être maintenu dans l'accueil si jamais ça pose problème, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire au-delà, et si on a d'autres pistes d'accompagnement à proposer éventuellement. Donc toute cette activité-là, évidemment, elle peut être nourrie par vous-même ici présent. Si vous voulez participer pour certains de vos patients à ces réunions, je pense que c'est très important. Et je pense que de toute façon, et pour terminer sur l'adulte, il y aura des réunions aussi collectives pour un peu faire la même démarche. Voilà. Parce que, encore une fois, ce sont des établissements nécessaires. On a modifié un petit peu le concept de la durée de séjour. Ça a été évoqué. Et d'ailleurs, de toute façon, les parents, en particulier en pédiatrie, sont beaucoup moins friands de laisser leurs enfants très longtemps, sauf à de rares exceptions dans les établissements en question. Et la pratique de l'hôpital de jour thématique, c'est-à-dire sur une dimension de l'évaluation pluridimensionnelle, c'est quelque chose, et une gymnastique qu'il faut maintenant bien intégrer. La limite, c'est le peu de professionnels, le niveau d'expertise des professionnels et le niveau d'organisation des établissements sur cette gymnastique. Et ça, c'est pas évident du tout. Voilà, donc c'est pas facile. Hein, donc on demande beaucoup au SMR, enfin moi en pédiatrie en particulier, je demande beaucoup au SMR parce que sur le CHU, il n'y a pas l'équivalent, si vous voulez. Donc c'est un collectif fondamental avec des indications précises et des évaluations. Vous avez parlé des indicateurs dont on vous donnera les résultats potentiellement sur de l'intérêt pour certains patients, certains profils, etc. Voilà. Merci à vous. Merci.